Cher Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, Denis, comment pourrais-je faire autrement? C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. On est dans le pays de Marc ici. On est dans le Morvan. Regardez où est-ce qu'il habite. Il y a franchement pire quand même. Hein. Non, c'est un très beau pays. On mange bien. On a des gens de qualité à table. Ça se passe bien. Et je trouve que tu as trouvé un... C'est un citoyen du monde, Marc, en fait. C'est un citoyen du monde libre. C'est un penseur libre. Ah oui. Quand on regarde ces vidéos, on le comprend très vite. Alors, je vous présente pas Marc Halévy. Il a un parcours exceptionnel. Tu es toujours chercheur. Tu as écrit combien de bouquins? Tu as écrit des dizaines de livres. Ben là, il y en a 94 qui sont publiés. On a 8 en commande. D'accord. Je suis en train péniblement d'essayer d'écrire ma thèse, mais bon, bref. Et surtout, tu as été chercheur aux côtés d'un prix Nobel. Oui, Elia Prigogine, qui est mon maître à moi. Impressionnant. Avec physicien. Qui est physicien, bien sûr. Ouais. Qui a un prix Nobel de chimie, ce qui en soi montre bien que le comité Nobel ne comprend pas toujours tout. Alors, comment est-ce que... Parce que on se côtoie un petit peu, on s'apprécie énormément. En fait, moi, je pourrais dire philosophe déjà. Oui. Philosophe. C'est ce qui nous relie beaucoup tous les deux. Oui. Philosophe. Physicien. Oui. Chercheur. Oui. Tu fais du management, tu fais du conseil en management. Alors, j'ai financé mes unités de recherche pendant 15 ans en faisant du management de crise, donc je vois à peu près ce que c'est, mais ça reste très cohérent, dans la mesure où moi je fais... ma physique à moi, c'est la physique des systèmes complexes. Oui. Et que une entreprise, par définition, c'est un système complexe. Oui. Et que dès le moment où une entreprise sort un tout petit peu de son mode de fonctionnement normal, mécanique, programmatique, il faut des nouvelles méthodes. Et c'est justement celle-là que la physique de la complexité essaie de proposer. Ouais. Donc on a fait du management de crise. Et l'autre niveau, c'est le niveau macroéconomique. On vit une période extraordinaire dans la mesure où nous sommes en train de changer de paradigme. Donc oui. On est en plein chaos, on est en pleine bifurcation. Et ça, la bifurcation, c'est typiquement un concept de la physique des systèmes complexes. Donc voilà, je me sens relativement bien dans tout ça. Bon, alors je suis ravi de t'accueillir pour l'acte 4, hein, la renaissance après la crise qu'on vient de vivre, même si je reste intimement persuadé que nous n'avons pas assez souffert pour rentrer en résilience, mais sait-on jamais, la crise est en train de s'installer dans la durée, ce que les gens n'aiment pas d'ailleurs et ce qu'ils ne vont pas beaucoup aimer, mais en tout cas on va réfléchir à tout ça ensemble pendant 20 minutes. J'aimerais d'abord, avant toute chose, te demander ton avis sur un sujet qui me tient à cœur. Je connais très bien les États-Unis pour avoir travaillé longtemps dans les salles de marché américaines. Tu as vécu aux États-Unis, dans différents États-Unis d'ailleurs. Oui. Tu m'as dit aussi bien San Francisco qu'au Texas que à New York. Donc ce sont vraiment des gens extrêmement différents. Et en fait, moi je vois les États-Unis comme ça, c'est que ce sont des conquérants, des vrais conquérants, avec la conquête de l'Ouest, avec la conquête de l'or, avec le New Deal, avec la conquête de l'Europe, avec la colonisation économique de l'Europe avec le plan Marshall, exactement. Ensuite, il y a eu la conquête à la Kennedy, de l'espace, de la Lune. On est en train de revenir sur la Lune à l'heure actuelle et on est en train de voir que les États-Unis, depuis les années 80-90, avec le hardware, puis ensuite avec les GAFAM, où ils ont conquis le virtuel, ils sont partis à la conquête du virtuel. Et la grande question, c'est que justement, ils se sont mis dans la tête, dans l'idée de cette espèce de nouvelle révolution industrielle qui est la conquête de l'humain avec le transhumanisme, hein, où on va vraiment dans le transhumanisme en disant voilà, ça c'est notre nouveau terrain de jeu. Et curieusement, brutalement, on est rappelé alors avec un tout petit virus de 400 nanomètres, violemment, et il nous réinvite l'idée de mort dans nos quotidiens d'enfants gâtés. Et moi le premier, j'ai des outils, j'ai plein d'outils d'enfants gâtés ou ainsi de suite, j'adore l'électronique et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte qu'on revient vers la condition de mortel. C'est génial. C'est génial. Philosophiquement parlant, c'est génial. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a 8742 problématiques à investiguer. Alors, on n'a que 20 minutes, mais on se reverra. Les États-Unis, moi je connais très bien. Moi j'ai la nationalité américaine pendant longtemps, j'y ai renoncé pour des tas de raisons. Les
les États-Unis, c'est un pays sans histoire et sans culture. Oui. C'est un pays qui se construit sur quelque chose qui est le fantasme du futur. Oui. Et que le fantasme du futur, s'il n'y en a pas de passé, ça débouche rarement sur quelque chose de très durable, forcément. C'est des effets de mode. Alors il faut toujours un ennemi, il faut toujours quelque chose à combattre. Alors ça a été le communisme, maintenant il n'y a plus de communistes. Puis ça a été l'islamisme, il touche plus trop les États-Unis aujourd'hui. Puis là maintenant, dans les universités américaines, il y a cette espèce de délire absolu de la lutte des classes, des races, des genres, etc., qui est une absurdité philosophique fondamentale. On l'a vu avec le premier Grand Prix de Formule 1 de cette saison, en fait. Oui, et L'Oréal qui veut changer ses produits blanchissants en disant non, on n'est pas du tout blanchissant. C'est juste absurde. Enfin, tout ça pour dire quoi? C'est que les États-Unis ont toujours besoin d'un ennemi et ne se construisent que par rapport à un ennemi. Et aujourd'hui, avec le transhumanisme que tu évoquais, l'ennemi c'est la mort, c'est-à-dire la réalité. Mais les États-Unis se sont toujours construits contre la réalité. Oui. Ils ont toujours imposé une artificialité qui était la leur par rapport à la réalité. Et je pense que nous sommes là maintenant, peut-être bien, à un moment où, et c'est mon appel, je le dis très fort, revenons au réel, revenons à accepter le réel. L'homme n'est rien par rapport à l'univers, et c'est l'univers qui a raison, c'est pas l'homme qui a raison. Et je crois qu'il est temps que l'homme se remette en harmonie avec l'univers et accepte la réalité telle qu'elle va ou telle qu'elle est et telle qu'elle va. Aujourd'hui, les États-Unis refusent ça, veulent assurer absolument leur domination et leur puissance contre le réel, et je pense que c'est une voie sans issue, une voie mortifère. Les États-Unis ont beaucoup poussé à nous entourer d'objets nous rassurant. Les objets sont presque perpétuels en réalité. On s'entoure de petits luxes de cette manière-là pour favoriser l'esprit d'immortalité. Oui, et cet esprit d'immortalité qui est congénital à l'être humain. Depuis toujours, l'être humain accepte pas sa propre mort, et depuis toujours, l'être humain cherche des échappatoires à la mort. Il va y avoir un paradis, il va y avoir un Dieu, il va y avoir un nirvana, il va y avoir un milliard de choses qui vont nous permettre d'échapper à la mort. Bon, très bien. Moi, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est que la mort, le contraire de la mort, c'est pas la vie, le contraire de la mort, c'est la naissance, et que la vie, elle, de toute façon, elle est éternelle, et que surtout, il faut se poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais immortel? La seule réponse, c'est qu'est-ce que je vais m'emmerder? C'est ce qu'on disait ce midi d'ailleurs. Voilà, exactement. C'était notre discussion pendant le déjeuner justement, c'est que sans finitude, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intensité, donc mécaniquement, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc, la vie n'a pas de valeur si elle est infinie. Alors l'existence n'a de valeur que dans la mesure où elle est finie. Et que, je suis comme toi très formé à la philosophie, c'est de dire que la vie n'a aucune valeur s'il n'est pas fini. Et que philosopher, en fait, c'est apprendre à mourir. Et accepter la mort. Mais moi, j'accepte la mort. La mort, heureusement qu'elle est là. Si je ne mourrais pas un jour, j'espère que c'est pas demain matin, c'est peut-être après-demain, mais au moins savoir que j'ai encore quelque chose de précieux qui s'appelle la vie et que je peux l'utiliser, l'exploiter au mieux pour le bonheur de ceux que j'aime. Qu'est-ce que tu peux rêver d'autre? Il faut surtout pas que ça s'arrête. Si c'est plus précieux la vie, si c'est banalisé, si c'est éternel, ça n'a plus aucun intérêt de vivre. Moi, je comprends pas que tu veuilles pas vivre de manière infinie pour regarder toutes les séries télévisées, et Dynasty, et Dallas, et tout ça, quoi. Je comprends pas. Attends, Denis, là tu me charries, et c'est pas bien. Ça fait 20 ans que je regarde plus de la TV. La TV, c'est un truc qui fait plus partie de ma vie et que je veux plus voir parce que c'est vraiment d'une médiocrité tellement épouvantable. On tire vers le bas, en fait. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, les lignes sont en train de bouger quand même si on n'a pas suffisamment souffert, les lignes sont en train de bouger quand même. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une bascule sur la situation paradigmatique qu'on nous a imposée depuis l'après-guerre, en fait, dans le monde, avec la domination américaine? Alors, là, tu rentres vraiment dans mon domaine de réflexion depuis 30 ans. Je pense que nous vivons une bifurcation paradigmatique
en fait, on sort de la modernité qui est née à la Renaissance et on est en train de créer un autre paradigme. Et que ce que je trouve intéressant, sans pour autant hypertrophier les conséquences, je m'expliquerai là-dessus. Aujourd'hui, la crise pandémique, qui n'est pas du tout la première, oui, il y en a des exactement. Oui. Mais bien plus mortifère que celle-ci. Bien plus mortifère que celle-ci, qui est amplifiée par la pandémie de la peur orchestrée par les médias, qui est horrible, qui est épouvantable. Enfin bon, toujours est-il, il y a eu des morts, et un mort en plus, c'est un mort de trop. Donc on est bien d'accord, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on est dans une bifurcation vraiment essentielle, et que on voit que la pandémie a enclenché des types de comportements que j'espère moi depuis 30 ans. D'accord. Où on commence un truc simple. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est superflu? Ça pourrait être le déclencheur. Oui, ça pourrait être le déclencheur. On le saura toujours qu'à posteriori. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, bah oui, dans le fond, j'ai compris que tout le superflu pour lequel je me casse le cul à gagner de l'argent et qui sert strictement à rien, dans le fond, pourquoi faire? Hein? Revenons à l'essentiel, revenons aux choses vraiment importantes pour la vraie vie. Et donc quand on voit ça, on se dit, ça y est, ils ont compris. Ouais. Mais peut-être bien que ce n'est qu'un épisode en disant, ah oui, mais maintenant ça va mieux. Ben, je vais retourner à mon fonctionnement d'avant et je vais me dire, bah, dans le fond, Superplus, c'est sympa, quoi. Et dans le fond, pourquoi pas. Et là, on est dans le retour à la connerie. Et donc, quelque part, moi, je crois qu'il y a là, on vit une époque formidable à ce niveau-là. La pandémie a permis de prendre ses repères, de prendre des valeurs, de prendre la photo, mais ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité où les hommes se disent, bah non, finalement, je préfère la fausse photo que la vraie réalité. On va voir comment ça infuse maintenant. On ne sait pas. Oui, on sait exactement. pas. Moi, j'espère vraiment que ce coronavirus soit le déclencheur vraiment d'une prise de conscience profonde, mais large, pas pour les 5% un petit peu plus conscients, large, de dire, attends, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête, l'hyperconsommation c'est un délire, oui. Toutes les ressources sont en pénurisation aujourd'hui, on va se retrouver devant le mur là, dans 60 ans, dans 70 ans, alors la plupart se disent, ah mais moi je serai mort, c'est plus mon problème. Bah si, c'est notre problème parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants. Exactement. Donc ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir, et donc voilà. Est-ce que c'est le moment ou pas de la prise de conscience? J'en sais rien. Je vais un petit peu plus loin, et là je rejoins toi, tes compétences. C'est que derrière, là maintenant on est en train de se dire le coronavirus c'est à peu près fini, finalement ça se passe bien. Ce qui est faux, ça continue à se répandre d'ailleurs dans le monde. Voilà, donc ça continue à se répandre, mais surtout derrière, il y a une crise économique majeure qui est en train de se décider. Et crise financière derrière, après ça, et ça peut traumatiser une génération d'ailleurs. Mais dont acte. Et alors maintenant, ben, on est dans le lénifiant en disant, vous allez voir, tout va bien, on a des solutions pour tout, et faites-nous confiance, les choses vont bien se passer. Les choses se passeront pas bien. D'accord? Oui. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on est là, devant une nature fantastique, une nature qui nous rappelle nos origines, que on doit en prendre soin. On doit en prendre soin. Et ça me fait penser à un livre, il y a quelques livres, enfin tu es un grand lecteur comme moi, ça nous prend beaucoup d'étagères et beaucoup de pièces chez nous, surtout que toi tu écris beaucoup plus que moi. Moi je n'écris qu'à titre privé en tout cas, mais il y a un livre qui m'a beaucoup touché dans ma vie, c'est La poursuite du bonheur. La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy, c'est prend son bouquin le plus génial, et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, c'est donner du sens à la vie, du sens à tout ce qu'on fait, et justement dans cette finitude dont tu parlais tout à l'heure. C'est très important. Alors ça c'est très clair. Donc donner du sens à sa vie, je voudrais reformuler si tu me le permets. Bien sûr, bien sûr. Donner du sens à sa vie, c'est pas retourner en arrière, le bon sauvage, Jean-Jacques Rousseau, on retourne dans la nature, les chèvres dans le Larzac, c'est juste débile. Enfin, non, ça marche pas. D'ailleurs, regardez ce qu'on appelle là maintenant ici. Regardez derrière moi. Ce qu'on appelle ici la nature, la campagne, il n'y a rien de naturel là. En fait, ce lac est un lac artificiel qui a été construit au 19e siècle avec une digue pour des tas de raisons, notamment pour servir de grands ennemis parisiens
réguler le cours de la Seine et leur apporter du bois par flottage. J'habite au bord de la Seine. Hein. Je suis à 20 mètres de la Seine à Rueil-Malmaison. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tout ça, c'est artificiel. Il est clair que la plupart des arbres que vous voyez là ont été plantés par l'homme. Ils sont pas du tout natifs d'ici. Oui, mais ils ont le mérite d'exister. Voilà. Donc, ils ont le mérite d'exister. Donc, c'est important, c'est la vie. Oui. C'est pas la vie sauvage. La vie sauvage, elle existe presque plus sur Terre. Mais ce qui est important, c'est la vie sous toutes ses formes. Et que l'humain a fait une erreur colossale. Il a cru que la vie, c'était lui. Et uniquement lui, et que tout le reste du vivant était à son service. Très contrôlant, très manipulateur. Voilà, être possesseur et dominateur de la nature, disait René Descartes, c'est une erreur colossale. Et ça, je crois qu'il faut en sortir le plus vite possible. Alors, bon, par rapport à ces valeurs-là, l'avenir, il est à construire, non pas la vie, non pas l'homme contre le monde, contre la vie ou contre le réel, c'est l'homme dans la vie, dans le monde et dans le réel. Et retrouver notre juste place en harmonie, sachant que la vie évolue et que l'homme a sa contribution à faire à cette évolution de la vie et du monde. Donc il ne s'agit pas de faire une opposition, un combat, il s'agit au contraire de faire une espèce d'harmonisation, que l'homme retrouve sa juste place comme contributeur à l'évolution du monde et de la vie et de l'esprit. Et c'est là où c'est, je pense, le grand défi aujourd'hui, c'est d'arrêter de croire que nous avons le droit de dominer et exploiter la nature. Si on continue à le faire, on est mort, on est juste mort. On est sur le chemin du suicide. Mais ça, c'est peut-être finalement la représentation de la fin de l'esprit des Lumières. C'est les philosophes qui recommandent la toute-puissance de l'homme sur la nature, finalement. Oui. Peut-être qu'on est au bout d'un cycle, non? Alors, ce qu'on a appelé les Lumières, et que moi j'appelle... On en est très fiers quand même en France. Oui, on est trop fiers en France. Moi j'appelle ça les obscures lumières parce qu'elles n'ont rien illuminé du tout. Les lumières ont été le parangon de l'humanisme. Qu'est-ce que c'est l'humanisme? L'humanisme, c'est l'homme, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Protagoras d'Abdère qui le dit, l'homme est la mesure de toute chose. C'est une aberration totale. L'homme ne peut pas être la mesure de toute chose, parce que s'il est la mesure de toute chose, il est de fait la mesure de sa propre démesure. C'est bien ce qu'on vit maintenant. On est dans l'absurdité totale. Donc moi je suis anti-humaniste. Alors souvent on me dit « Ah, vous êtes un vrai humaniste ». Je ne suis pas du tout un humaniste, je ne suis pas du tout. C'est un mot à la mode. Oui, bien sûr. Ça fait partie des principes. Plus on en parle, moins on le fait. L'anthropocentrisme est une erreur absolue. Il faut que l'homme se mette au service de quelque chose qui le dépasse. Alors, nous sommes qu'un passager finalement. Mais voilà. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, nous sommes les héritiers du monde. Ni de la vie d'ailleurs. Voilà. Donc on est devant quelque chose d'extraordinairement profond aujourd'hui, c'est de dire il faut que l'homme arrête sa démesure. Il faut que l'homme arrête de se croire pour le nombril du monde. Et moi je suis obsédé par cette idée. Cette idée, c'est de dire, pour pouvoir progresser, il faut que nous nous mettions, nous les hommes, nous les humains, au service de quelque chose qui nous dépasse. Et quand je dis ça, en face de moi, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais donc tu prônes le Dieu ». Moi, je ne parle pas de Dieu, moi. Pourquoi je parle de Dieu? C'est pas de ça dont je parle. Je dis se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Par exemple, la vie avec un grand V. Voilà. Par exemple, l'esprit avec un grand E. Voilà, qui n'est ni explicable par le Big Bang, ni par Dieu, ni par le dessin. C'est comme ça, c'est un héritage phénoménal. Oui. Mais peut-être que je pourrais résumer ça avec 2 mots à la mode. C'est peut-être la crise de l'humanité. Oui. Peut-être. Alors moi, je pense que le mot crise, tu sais, le mot crise, tu as fait du grec comme moi, tu sais très bien que crisis, ça vient du mot kritain, et kritain, ça veut dire trier, ça veut dire sasser, ça veut dire séparer le bon grain de livret, comme dit l'évangile. Ben moi je pense que c'est ça. On est juste en train de savoir, d'essayer de trier le bon grain de livret, et aujourd'hui, on a un paquet de livrets et il est temps de trouver le bon grain. On replace les curseurs. On déplace les curseurs, très clairement. Et donc, la crise, moi, je suis pour la crise, évidemment.
c'est une espèce de darwinisme au deuxième degré, c'est dire ce qui est au service de la vie survit, ce qui n'est pas au service de la vie disparaît. Ouais. C'est ça notre débat là aujourd'hui. Oui, exactement. Alors j'essaie de te faire rebondir parce que le temps passe vite sur l'innovation. On est, nous, de notre vivant, on voit un flux, une accélération de l'histoire, un flux d'innovation qui est phénoménal. Il y a des périodes dans l'histoire comme ça, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont eu aussi un flux d'innovation phénoménal. Oui. Et aujourd'hui, on nous, excuse-moi du terme, on nous bassine avec l'intelligence artificielle. Il y a 7 ou 8 ans, on appelait ça le big data. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Un de mes amis, Vincent Le Cerf, appelle ça de l'informatique avancée, mais pas plus, en fait. Ben, écoute, si tu veux que je te parle de l'intelligence artificielle, mon attitude va être un peu, comment je vais dire ça, iconoclaste. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Exactement. Un ordinateur, c'est une machine électromécanique la plus stupide qui existe, qui est capable de faire une chose, c'est d'ajouter des 0 et des 1, mais elle le fait très vite et en grande quantité, point barre. Et pourquoi elle ajoute des 0 et des 1 en fonction d'un logiciel qui est de l'intelligence humaine, et uniquement l'intelligence humaine. Donc l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. En revanche, la puissance de calcul d'un ordinateur permet d'amplifier l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine. Et c'est pour ça que j'aime bien que l'interprétation du sigle IA, c'est l'intelligence amplifiée, ou l'intelligence augmentée, mais en tout cas pas artificielle. Au service de l'homme, et ce n'est que la reproduction d'un schéma humain, ce n'est qu'une machine. C'est même pas la reproduction, c'est l'imitation. L'imitation, oui. C'est une imitation dans un certain nombre de créneaux, et pour moi la chose est extrêmement claire. C'est tout ce qui est analytique et logique est algorithmisable. Tout ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la majorité de ce qu'on appelle nous la vie, n'est pas algorithmisable. Il faut arrêter de mettre la machine comme l'ennemi de l'homme. Le facteur humain. Le facteur humain. Il est imprévisible. Et en fait, la vie rebondit grâce à l'humain. Mais heureusement. Heureusement, bien sûr. C'est ça qui fait la poésie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Ah, ben, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je suis moi extrêmement crispé quand on parle des GAFA, quand on parle de la Californie, etc. Les Américains, et j'en suis un, ont besoin d'un mythe. Oui. Et ils ont besoin de se mettre au service d'un mythe. Alors, comme d'un ennemi. Ils ont besoin d'un mythe et d'un ennemi. Voilà. Oui. Et donc, on est là devant quelque chose qui est une absurdité totale. Cela dit, moi, je suis extrêmement technophile. Je veux dire par là que je crois que la technologie numérique ouvre des portes qu'on va exploiter. Bien ou mal. Moi, je me souviens de Denis Gabor, qui est un physicien qui était prix Nobel, qui a dit « Dès que la technique rend quelque chose possible, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, l'homme l'exploitera. » Eh bien, qu'il exploite le numérique. Mais bien sûr qu'il exploite le numérique. Mais cela dit, arrêtons de croire que le numérique va être la panacée et le messie. C'est juste pas vrai. C'est une technique comme les autres. Et moi, j'insiste sur un truc simple, mais simple, en disant la technologie est neutre, elle n'est ni bien ni mal. C'est la manière dont l'homme l'utilise. Et l'histoire récente nous l'a démontré. Oui. Et voilà. Eh bien, oui. Voilà. Bien sûr. Bon, toi, sur les 25 prochaines années, est-ce que tu es convaincu comme moi qu'on va vivre des choses exceptionnelles? Ben moi, déjà, je suis sûr d'une chose, c'est que dans les 25 prochaines années, je serai mort. Mais non, t'es inusable, t'es inusable. C'est peut-être pas là. La question, les 25 prochaines années, moi je pense qu'on est devant là maintenant, et je suis très sérieux en disant ça. Je ne fais pas dans l'apocalyptique. Je crois qu'on est vraiment devant deux scénarios possibles. Ou bien on a l'effondrement, les collapsologues, pardon, on est devant l'effondrement qui existe de l'ancien paradigme. Et de toute façon, il s'effondrera celui-là. Ou bien on se met au service de l'émergence d'un nouveau paradigme qu'il faut qu'on crée tous ensemble. Exactement. Et c'est l'un ou l'autre. Et que si on considère qu'effectivement il faut continuer à rester dans la logique d'avant, on est juste mort. On va dans le mur. On va dans le mur. Oui. Et bon, peut-être bien que Mais c'est ça le propre de l'humain, on l'a vu en 2008, moi je l'ai vécu de l'intérieur, c'est qu'on va 200 à l'heure dans un mur, mais on pense toujours qu'à titre individuel on est plus intelligent que les autres et qu'on va sauter de la voiture avant les autres. Ouais, mais finalement on finit tous dans le mur. Ah ben voilà, je trouve que je connaissais pas cette image, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Ben maintenant, je pense qu'on est non seulement au niveau financier, mais au niveau global, on a exactement la même solution. Donc,
moi je pense que le monde doit se réinventer. Oui. On était trop loin dans la mondialisation, on était au bout du bout de la mondialisation. On voit bien nos entreprises qui sont financiarisées de partout depuis 94-95 avec les accords du GATT. Donc c'est l'Uruguay Round qui a poussé la financiarisation des entreprises. On a bien vu que on va très loin dans nos capacités, mais dans nos absurdités également. Et voilà. Et peut-être, j'espère, c'est pour ça que j'ai appelé ça la renaissance, j'espère qu'on va, on va en sortir par le haut. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on en est sorti par le haut. Mais on n'a pas le choix. Ou bien on en sort par le haut, ou bien on s'effondre. Ouais. Et l'effondrement, il y a des scénarios d'effondrement qui sont bien connus. Et ça pourrait être le pire de chez le pire, c'est que dans 70 ans, il n'y a plus un seul être humain vivant sur Terre. Et je rigole pas, c'est un scientifique qui parle, c'est pas un romancier. Donc, on a aujourd'hui vraiment, chacun d'entre nous, et moi j'insiste là-dessus, c'est pas l'État qui va prendre les décisions, c'est pas les institutions du monde ancien qui va sauver le monde, c'est chacun d'entre nous qui allons sauver notre monde par les initiatives que nous allons prendre. Nous sommes responsables, chacun d'entre nous, de l'avenir du monde qui est le nôtre. Et pas le monde avec un grand M, notre petit monde à nous. Et c'est par coalescence des différentes solutions que chacun apportera à son monde que le monde de demain se construira. C'est un processus qui est plus top-down, hein, je ne sais pas comment on dit en français, c'est ça. Hein, mais c'est un processus qui est bottom-up. Et ben, à chacun d'entre nous, prenons nos responsabilités. Nous ici, on a pris nos responsabilités. On a créé un site qui dit, eh bien, vous pouvez changer votre vie. Et vous pouvez vivre autrement. Et c'est essentiel et vous serez vachement heureux. Oui, c'est en ce sens où je pense que ce sont nos enfants qui vont nous sauver. Parce que nous, on est des sales gosses quand même. On sait faire avec talent des montagnes de dettes et on continue quand même, hein, c'est notre expertise. Hein, et on fait des montagnes de dettes climatiques quand même dans le monde. Et je pense que c'est nos enfants qui vont remettre les curseurs à zéro, qui vont peut-être remettre du sens dans ce que nous on a oublié, de mettre des valeurs dans nos actions, peut-être. Donc là, on penche du côté philosophique, mais je pense que ça va redevenir fortement nécessaire. Alors, je rebondis là-dessus. Moi, je suis un féru d'écologie en tant que science. Mais je suis quelqu'un de très méfiant par rapport à l'écologisme en tant que militance. Nous sommes dans des conditions du réel et du live. Je me méfie infiniment de l'écologisme en tant que militance. Pourquoi ? Parce que, et maintenant c'est un peu une expression à la mode qui a d'ailleurs été inventée par Jean-Marie Le Pen, que j'aime pas beaucoup, qui disait que l'écologisme ou la militance écologique, c'est comme la pastèque, c'est vert à l'extérieur mais c'est rouge à l'intérieur. Moi je pense qu'on a un discours écologique aujourd'hui qui a un retour à des vieilles idéologies du 19e siècle qui n'ont plus aucun sens. En revanche, je crois fondamentalement que nous devons tous devenir écologues, c'est-à-dire de comprendre que la survie humaine est impossible s'il n'y a pas un rapport positif, constructif avec la vie, avec la nature, avec la réalité. Je vous rappelle simplement une petite question, c'est: savez-vous d'où vient ce que vous mangez tous les jours ? Ce que vous mangez tous les jours, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de ce qu'il y a en amont de l'homme. Si vous détruisez ce qu'il y a en amont de l'homme, nécessairement, on est dans un processus suicidaire. Oui. Donc revenir sur les fondamentaux. Revenir sur les fondamentaux. Mais c'est toujours vrai ça. Oui, toujours. C'est toujours vrai. Ce sera toujours vrai. C'est un cycle perpétuel. Chaque fois que dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu une rupture, le premier réflexe c'est de dire, allez, on va reposer la question de base. Et on va la construire autrement, et on va réfléchir autrement, mais on vient à la question de base. C'est quoi la vie? C'est quoi le bonheur? C'est quoi la joie? Ce sont des questions éternelles, mais il faut les reposer aujourd'hui d'urgence. Soyez vivants, soyez joyeux, s'il vous plaît. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Merci, Marc, de m'avoir invité chez toi. C'est un très bel endroit et on a passé un très très bon moment. Ce ne sera pas le dernier. On va peut-être se revoir d'ailleurs. J'espère. Merci, Marc. Merci.